Bonjour à tous. Donc l'idée de cette table ronde, on est six, je vais nous présenter tous rapidement. On a Frédéric Borel de Volvo Group, Julien Pillot d'Antilogie, Valentin Longer de Mixte, Javier Posselt de Renault, Vivien Pacto d'Airbus et donc moi Julien Cazarin Inetum. Voilà. Et donc l'idée c'est de faire un Rex en 3 temps autour de l'IA générative et de la XR. Bon, on va revenir en intro sur ce qu'était la promesse il y a un an. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait déjà avec l'IA dans la XR? Donc, ce ne sera pas forcément de l'IA générative. L'IA générative, justement, quels sont les freins des industriels aujourd'hui? Ce sera plutôt une question pour les industriels du plateau ou les freins de nos clients pour les autres. Et un peu de perspective sont sur quel est le futur, à quoi on doit s'attendre les mois qui viennent. On va essayer de ne pas prendre 5 ans d'avance et d'essayer d'être plutôt sur des choses qu'on peut faire rapidement dans les mois qui viennent. Alors, pour commencer, une petite image qui, je pense, résume bien les bêtises qu'on nous a promis il y a un an. Avec cette image magique, notre client un jour qui arriverait dans l'usine, qui dirait je veux une voiture rouge, elle doit être géniale, super rapide et tout. Le plan s'autogénère, la voiture elle part, 2 heures après elle est sortie. Enfin, voilà. Donc ça c'était un peu la promesse qu'on nous a donnée sur l'IA générative. Ça va faire tout et n'importe quoi à la place de tout le monde. Un an après, nous Inetum, boîte de conseil, on regarde qui a déployé de l'IA générative dans les faits. Quasiment personne. Et pour faire pas énorme finalement. Et donc, on nous avait promis un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, il y a quand même des choses qui marchent, des vrais use cases. La première question est plutôt pour Valentin et Julien, qui accompagnent des industriels dans le déploiement d'AXR. Aujourd'hui, vous, quand vous parlez de GenAI à vos clients, vous leur racontez quoi? Globalement, on leur raconte que c'est un moyen d'incarner finalement avec un avatar un prompt. Un prompt, c'est pas très sexy en réalité, et puis il faut tourner autour en général. Et en tout cas aujourd'hui sur les projets qui sont à l'étude et bientôt en déploiement, en tout cas on l'espère. Eh bien c'est ça, hein, c'est quelle question, enfin comment je vais pouvoir incarner la Gen AI et à quel point ça va être génial dans le monde de la XR. D'une part, et puis d'autre part, les clients ils ont aussi vraiment une attente en matière de conception et de réalisation. Là où habituellement, eh bien, quand on va concevoir quelque chose, on va avoir de longs instants de conception, de préparation, d'identification des processus. Ben, la Gen AI, elle permet quand même cette accélération qui semble être vraiment considérable, en tout cas pour ce genre de sujet. Oui, je pense qu'effectivement, Julien, ton intro était bonne de dire qu'aujourd'hui, on en est au stade de l'intérêt. Il n'y a pas de déploiement réellement fait, on va dire, sur la GenAI, c'est-à-dire l'IA qui va générer de la donnée. On s'intéresse à des cas d'usage qui sont aujourd'hui, disons, ceux qui s'imaginent, qu'on s'imagine tous, quoi. C'est-à-dire que la GenAI, notamment les LLM, donc la manière de pouvoir avoir un ordinateur qui va dialoguer avec nous, apporte, disons, une nouvelle méthode d'interaction, d'interface, qui est aussi finalement la promesse de la XR, qui était de dire, plutôt qu'une souris et un clavier, on va pouvoir interagir avec les mains, avec la donnée numérique d'une manière différente. La GenAI apporte aussi ce côté-là, qui est de dire, on peut maintenant dialoguer avec un ordinateur, et c'est quelque part une forme d'IHM. Ça, c'est peut-être, pour nous en tout cas, le cas d'usage qui sera le plus déployé pour l'instant, en tout cas de ce qu'on voit. Alors évidemment, il y a tout ce qu'on va retrouver autour de la formation soft skills, de la mise en situation, de l'humain virtuel que nous on présente. Mais ce que je vends, ce que je raconte le plus à nos clients, c'est dire, effectivement, on cherchait un mode d'interaction plus naturel avec la XR, qui s'arrêtait généralement la première fois que tu devais ouvrir un menu ou taper du texte. Parce que là, tu mettais 10 minutes pour taper ton login avec tes manettes, c'est insupportable. En hand tracking, c'est encore pire. Pas parler de hand tracking, moi, ça me rend fou. Pour la première fois, on peut interagir à la voix, se passer complètement des menus, discuter naturellement, poser des questions. Il y a un vrai gap pour moi en UX. C'est-à-dire, enfin, on va faire de la VR qui est utilisable par tout le monde et donc adoptable.
Alors non, concrètement, la question, on va plus la poser à nos industriels, et nous, on y répondra aussi. Qu'est-ce que vous faites déjà aujourd'hui dans la XR avec de l'IA? Alors moi, je commencerai déjà avant la XR sur l'IA. C'est un peu comme Monsieur Jourdain, on a découvert qu'on en faisait depuis très longtemps, en fait, sans vraiment le savoir. Mais je vais citer deux exemples dans le groupe Airbus. Le premier, c'est sur le pilotage hélicoptère, où on fait de l'assistance à la détection, entre autres, des fils électriques qui sont un vrai danger pour les hélicos parce que on les voit au dernier moment et si ça se prend dans le rotor, ça peut être catastrophique. Donc c'est accompagner le pilote avec la détection de tu vas arriver à un endroit où il y a quelque chose qui était peut-être même pas répertorié dans des cartes traditionnelles parce que ça vit régulièrement et donc pouvoir finalement améliorer la sécurité des vols. On a aussi nos grands cousins d'Airbus Avion qui ont paramétré de l'inspection par drone, qui finalement suit un chemin d'inspection avec IA, donc il sait exactement où il doit aller, et une première analyse des photos qu'il va prendre pendant son inspection. Donc ça, c'est une première étape qui a permis déjà un peu d'explorer le sujet, et puis finalement de retomber dans les mêmes questions qu'on s'est posées sur la XR, que j'ai pu énoncer précédemment, qui sont comment ça vit dans mon contexte d'entreprise. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur les freins, mais de comment finalement je peux bénéficier de l'IA en respectant toutes les autres règles et contraintes que je peux avoir dans une grosse industrie. Javier, je crois que tu nous as partagé un visuel, il s'affiche. Je partage un visuel. Alors, la première question, en fait, quand on a fait nos premières réunions de préparation, on s'est posé la question sur quel périmètre, dans le périmètre de la simulation. Et en fait, je me suis rendu compte que j'utilise déjà la IA depuis très longtemps et je ne le savais pas. Je le savais, en fait, si je le savais, mais je n'étais pas conscient. Quand on a la plateforme de l'incarnation, quand on utilise le Leapmotion, le Leapmotion c'est quoi? En fait, c'est une IA qui va en fait capter le périmètre des mamans et il va déduire dans des positions un peu limites de la captation, savoir qu'est-ce qui se passe avec ses doigts qui ne sont pas vus par les capteurs. Est-ce que les capteurs ils sont là? Et donc, des fois, on voit un peu des zéros, on voit que les petits doigts ils commencent à bouger, même si on n'a pas bougé. Mais en fait, c'est la IA qui est en train de travailler en disant la probabilité d'avoir les mains de ce côté-là, disons, d'agencer ses doigts, comment ça fonctionne. Donc, en fait, on l'utilise déjà. Et nous, quand on prend les volants, les volants, quand on va les prendre, qu'est-ce qui se passe avec les doigts qui sont cachés par les volants? La captation n'est plus visible. Mais en fait, l'IA est en train de déduire la posture la plus probable de ses doigts. Voilà. Donc déjà, à la base, on l'utilisait et je n'étais pas conscient. Chez Renault, on a des grands travaux ou de sensibilisation pour intégrer l'IA dans nos métiers. Et moi, en fait, j'ai trouvé quelque chose que ça fait très longtemps que je discute avec mes collègues ergonomes, c'est que quand on a des séances d'ergonomie, de validation d'un automobile avec 20 personnes qui viennent, avec des profils complètement différents, avec des expressions verbales, on a tous nos expressions personnelles, mais qui vont parler de la même chose, mais voilà, donc on a un ergonome qui va interpréter par la parole et par le geste et voir le relancement sur de nouvelles questions. Donc c'est lui qui est là, présent et garant en fait que la procédure s'amène de la bonne manière. Or, il s'avère que son travail après la verbalisation, on a le résultat 2 semaines après, parce qu'il faut qu'il digère toute cette information, plus toutes les informations qu'on nous lui donne, nous lui donnons en termes de posture, taille, réglage des sièges, des volants, etc., l'âge, sexe, taille de la personne, et demain on va mettre des eye tracking, donc toutes les captations monitoring du client, il va les digérer. Donc au bout de 12 semaines, nos collègues ne vont pas se tourner les doigts, donc il faut qu'ils démarre. Donc, nous, on a proposé cette année une idée d'utiliser l'IA pour en fait aider à la verbalisation. Ça veut dire qu'à la fin du dernier personne qui passe dans nos simulateurs, on a déjà une bonne idée de qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos collègues commencent à travailler. Et moi, j'ai toujours dit, la certification de la valeur en fait, des conclusions doit être quand même donnée par l'ergonome. Voilà, c'est ça, c'est qu'on a travaillé. Mais aujourd'hui, avec toutes les discussions que j'ai actuellement,
on est en train de voir sur la syntaxe, sur voilà, comment les gens vont s'exprimer, comment les gens... donc c'est très subjectif. Bon, voilà, on a énormément de schémas pour aller trouver les bons outils. Et pour mon métier de mettre en place des simulateurs, dans les non-dits, je voudrais avoir une remarque sur mon simulateur. Parce que l'ergonome, il ne va pas dire, oui, en fait, mauvaise qualité ou mauvais tracking, ça, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est le produit. Mais comme moi, je ne peux pas être là tout le temps non plus pour écouter les évolutions que je dois faire à mes plateformes, je voudrais une IA encore plus intelligente qui sache scinder entre ce qui est lié au produit et ce qui est lié à ma plateforme. Voilà, c'est un grand défi technique. On a commencé cette année et puis on va voir peut-être l'année prochaine. Je viendrai faire un retexte de ce qu'on aura trouvé entre-temps. Voilà. Côté Volvo, donc ce qu'on a déjà dit, du prompt d'avatar, ça on sait faire. De la génération de 3D, ça on commence à explorer. Avoir un outil qui permet de dire tiens, j'ai besoin d'une chaise orange pour mettre dans ma scène, je la veux telle taille, telle couleur, tel rendu, hop, ça arrive. On commence à voir des choses, c'est plutôt intéressant. Un truc qui n'est pas du tout connu, enfin un truc un peu plus anecdotique mais très intéressant qu'on utilise, l'IA s'est cachée des endroits un peu bizarres. On utilise un soft par exemple de visualisation avancée. Et quand vous faites des choses assez calculeuses, genre avec des reflets de lumière, avec des rendus, à chaque fois que vous allez changer de point de vue, l'image va se recalculer. Et ça va vous prendre en 30, 40, 1 minute. Donc pendant 40 secondes devant votre écran, c'est long. Et en fait, l'IA est utilisée à ce moment-là pour générer une image instantanément qui se rapproche de votre résultat final, mais qui permet comme ça de ne pas patienter 40 secondes, de commencer à se projeter dedans en attendant que votre résultat final arrive. Et ça permet à la personne qui travaille d'être beaucoup plus confortable plutôt que de je bouge ma souris, j'attends 40 secondes, ah non, c'est pas ce que je veux, je continue. Et c'est le denoiser de l'outil dont je parle, c'est une fonctionnalité d'IA qui est quand même plutôt intéressante et qui s'est cachée à un endroit où on ne l'attendait pas forcément. Oui, alors nous aujourd'hui, on déploie des modules qui sont faits par un éditeur que l'on distribue, qui est un éditeur en anglais qui s'appelle BodySwap, et qui utilise l'IA en fait pour faire une analyse de la réponse qu'a apporté un élève dans le contexte d'un premier entretien d'embauche. Et donc c'est hyper utile parce que l'élève, finalement, il va changer de corps déjà, il va se voir à la place du recruteur, puis être l'élève lui-même, et il va pouvoir avoir un bilan de ce qu'il a fait. Et c'est très intéressant parce que ça lui permet de progresser, de reproduire à nouveau, et d'avoir en plus un bilan évolutif, une analyse d'écart entre l'entrée et la sortie, et puis la répétition. Et puis par ailleurs, on voit des plateformes aujourd'hui, alors comme Intraverse, où l'idée c'est de pouvoir exploiter l'IA afin de définir la nature même du scénario, de définir le type de réaction, de définir les types d'émotions. Et donc là, on va plus loin que la simple incarnation du prompt. On va aussi pouvoir, par exemple, faire un scénario de vente. Il me semble qu'on a fait ça il n'y a pas très longtemps. Et pouvoir vérifier. Bon. Oui, j'ai réussi. J'ai kill l'IA. J'étais hyper content. Mais voilà, et donc c'est ça qui est super kiffant. Et moi, à titre personnel, quasi tous les jours, j'utilise une solution qui me permet de travailler sur l'anglais. Voilà. Et qui, au début, m'a beaucoup insulté, car je parlais très très mal. Et je progresse, et tous les jours, je vois mon taux de progression s'améliorer grâce à l'IA, et j'en suis très heureux. Elle s'appelle pas. Je ne dirai pas, on va la distribuer de façon exclusive, je suis en plein contrat. Mais bientôt, on fera une annonce, mais elle s'appelle, je te le dirai, voilà, dès qu'on fera l'annonce. C'est une application en chinois qui permet de parler le belge. Je pense aussi que l'IA a une importance dans la XR maintenant, et un rôle important parce que la particularité de la XR, c'est d'utiliser le monde réel comme canvas pour créer une application. On n'est pas sur un écran d'ordinateur à remplir entièrement pour faire une application, mais on part du monde réel et on doit rajouter des hologrammes par-dessus ça. Et on était à un stade où finalement le computer vision, l'analyse d'images, etc. nous permettait pas d'aller suffisamment loin pour comprendre déjà rapidement et puis mieux comprendre l'environnement qui était autour de nous. Et en fait, l'IA dans le traitement de l'image, avec tous les modèles qu'on connaît de YOLO, etc.,
nous aide sur des cas d'usage spécifiques pour détecter des objets, pour détecter des défauts. Et on retourne aux prémices de la XR, la promesse qui était de dire on augmente l'homme. Il y a des choses pour lesquelles l'homme est très fort pour prendre des décisions, par exemple. Il y a des choses pour lesquelles l'ordinateur est très fort également. Et on retrouve, grâce à ce traitement d'image, la compréhension de l'environnement autour de nous sur, encore une fois, des cas d'usage en usine comme la détection de défauts. Il y a énormément de cas d'usage où, en fait, l'IA vient redonner de la valeur à la XR de ce mélange parfait entre l'ordinateur et les interfaces que sont les interfaces d'informatique spatiale, quoi. Ouais, ce que je retiens là, effectivement, c'est qu'il y a un cas d'usage un peu que tout le monde commence à gratter, qui est tout ce qui est sémantique, langage naturel, que ce soit pour faire des synthèses automatiques des sessions de XR ou dans les avatars. De l'IA, on en avait un peu partout dans la XR, on s'en rendait pas forcément très bien compte, ou on l'utilisait sans trop savoir. On en a évidemment dans le rendu. Fred est très en avance sur l'usage de l'IA pour générer du modèle 3D, mais nos équipes XR sont en train de commencer à tester le même outil, qui est une solution en plus de la région. Une des grosses limites qu'on avait jusqu'ici, moi, sur ces modèles que j'ai essayé, c'était qu'avec les maillages qui sortaient, ils étaient pas propres. Et donc mes graphistes me disent oui, non, mais pour corriger ce qui ne va pas, je mets plus de temps que le faire de zéro. Et là, effectivement, pour la première fois, on commence à avoir des outils qui sortent des topologies, des maillages qui sont propres. Donc effectivement, je pense que ça va être un game changer. Nous, on le voit, on a des clients, on commence à faire du design thinking dans des mondes virtuels, à distance. Ben oui, que je puisse dire une idée et qu'elle apparaisse devant moi sous forme d'objet, c'est une technologie qui nous intéresse forcément aussi. Alors j'ai prévu un petit partage vidéo sur ce qu'on fait. Alors sur les premières démos industrielles, vous avez peut-être vu ça à l'étage en démo. Ce que je tiens là-dessus vraiment à pousser, c'est l'humain virtuel, mais pas forcément dans la simulation soft skills. C'est vraiment comme interface naturelle avec le jumeau numérique, avec les données digitales, comme un moyen plus simple que d'aller fouiller les menus pour essayer de comprendre et une manière plus ergonomique d'interagir, ce qui est quand même pour moi une des grandes forces aussi de ces IA génératives. Bonjour. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Bien sûr. L'usine de maintenance d'essieux de train est équipée de machines spécialisées pour le reconditionnement des essieux. Chaque machine remplit une fonction spécifique dans le processus de remise à neuf des essieux. Il y a deux choses dans cette vidéo qui pour moi sont extrêmement intéressantes. La première, c'est l'intégration de connaissances. C'est-à-dire que pour la première fois, avec les IA génératives, avec les technologies de RAG, de recherche documentaire, je peux arriver avec mes 500 pages de processus de mon usine, de comment ça marche, etc., poser une question à la voix et avoir une réponse qui est crédible sans ouvrir 500 pages de manuel. Ça, effectivement, ça veut dire que je suis devant une machine, j'ai une question sur un process, que je sois en AR ou en VR, je la pose à l'oral, j'ai la bonne documentation qui sort. Là, on est sur un changement ergonomique qui est majeur pour moi. Et la deuxième, c'était l'interaction entre le monde digital et puis la voix. Je lui demande de montrer quelque chose, il est capable de me déclencher, de me l'allumer, il est capable de me déclencher un morceau de formation. Voilà, notre manière d'interagir avec les mondes virtuels et le monde réel à travers ça change. Voilà. Et ça, je pense que c'est effectivement le changement majeur aujourd'hui avec l'IA Gen. Alors, bon, tout ça c'est un peu magique, mais derrière il y a un certain nombre de problèmes, du juridique, du legal, de la scalabilité. Alors justement, côté industriel, des environnements très sécurisés, aujourd'hui c'est quoi vos freins? En fait, on va recommencer la même boucle qu'on a fait sur la XR, sur ne mets pas tes données Airbus dans le domaine public, comme tu mettais pas tes données 3D dans le domaine public. Donc, n'utilise pas ChatGPT
sur n'importe quel type de sujet interne. Donc, ça a été la première étape en interne, de sensibiliser nos employés sur l'enjeu de la propriété intellectuelle, sur aussi la créativité de certains modules qui vont potentiellement donner des infos qui ne sont pas véridiques. Donc l'étape d'après, ça a été d'être capable de déployer notre propre plateforme on-prem, donc comme on l'a fait sur la XR, d'avoir aussi une façon d'héberger nos données et de maîtriser comment elles ont été constituées derrière. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va avoir tout ce qui est législation en Europe. Il y a un certain nombre de réflexions qui sont en train de cadrer tout ça, donc de voir ce qu'on va avoir le droit de faire ou de pas de faire. On va avoir un côté aussi conformité. C'est là où je suis plus partagé sur la Gen AI, de se dire si ça me crée une pièce d'hélico complètement farfelue parce que ça l'a imaginé comme ça, mais que c'est pas la réalité, j'ai quand même un risque dans mon process industriel d'aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment des éléments dimensionnants. Et puis, pour aller plus loin, j'y reviendrai dans où on se projette. Il faut qu'on soit compatible de tout un tas d'usages qui sont potentiellement multi-device, déconnectés, on-prem, etc. Enfin, je peux avoir tout un tas de choses et potentiellement compatibles de clients d'Airbus qui n'ont peut-être pas les derniers matériels au point et qui vont... est-ce que ce module-là sera partie prenante de la solution qu'on leur livre ou ils sont capables aussi de s'en passer parce que impossible de tourner sur cet environnement. Donc il y a tous ces sujets-là qu'il faut prendre en compte. Et puis dernier point, je faisais le parallèle quelques minutes avant avec la bulle métaverse dont on parlait il y a 2 ans en se disant waouh super. Puis après on est revenu en fait sur c'est quoi vraiment la XR qui amène de la valeur et qui est concrète, etc. Je pense que l'IA, on a cette vague-là aussi. Nous, c'est ce qu'on voit aussi hors monde XR sur les projets IA qui sont en train d'émerger côté Airbus. C'est-à-dire où est-ce qu'on va amener de la valeur pour déjà tirer quelque chose qui vient pas dans un truc super le gadget, je passe à la suite et qui aura eu un effet encore plus négatif finalement que ne rien faire. Donc, chez Renault, en fait, on a eu les mêmes questions sur la mise à disposition de ces informations. Donc, on a créé un système IA interne Renault pour éviter de sortir cette information. Il y a la partie capitalisation. Ce que je dis toujours à mes collègues, c'est que l'IA aujourd'hui se nourrit des informations passées. Et le grand risque, c'est que les nouvelles informations, ça veut dire que les nouvelles décisions qui sont prises par la DIA, ce n'est pas décision, mais par exemple, quand je parlais d'une syntaxe, d'observation, d'une évaluation d'une voiture, voilà, donc il y aura un résultat que je suis en train d'obliger en fait à que l'ergonome doit estampiller derrière, mais ce résultat, il devient, qu'est-ce qu'il devient? Il devient à rétroalimenter sa base de données. Et moi, le risque que je vois, et c'est quelque chose que nous allons le voir plus tard avec le temps, est-ce que cette information ne va pas corrompre en fait tout l'historique passé? Parce que l'autre risque, c'est que dans nos grandes sociétés industrielles, on essaye de réduire le plus possible en fait, le nombre d'employés. Et donc, quand j'ai commencé à dire c'est pour aider l'ergonome, moi j'ai peur que quelqu'un dise c'est pour remplacer l'ergonome. Ça, il faut être dans le vrai, ça peut avoir comme conséquence. Et donc, moi je dis non. Ça, c'est l'ergonome qui aura toujours son rôle, il sera toujours présent et lui, il est garant de ce qu'on va produire pour que finalement, on ne corrompe pas cette information. C'est ça le grand risque que nous avons. Et en fait, la difficulté, c'est qu'on n'a pas assez de recul pour dire est-ce que l'IA elle va rester longtemps comme un outil d'aide à la décision. Ce n'est pas celle qui va décider, c'est un outil d'aide à la décision. Et l'autre, comme je vous avais présenté, dans lequel nous avons des grandes difficultés de syntaxe. Comment on va poser la question, parce que comme on pose la question, on va avoir un résultat différent avec juste un changement de 3 mots.
Voilà, ça correspond bien. Et quand je vois mes ergonomes, parce qu'en fait on m'a dit, tiens, il faut que les ergonomes donnent leur synthèse pour en fait alimenter l'IA. Finalement, je me trouve avec des 10 rapports différents, de 10 personnes différentes, avec des points de vue différents. Je me demande comment l'IA va pouvoir en fait arriver à faire une synthèse dans laquelle tout ergonome qui viendra après sera en accord avec le résultat. Bon, voilà. Donc ça, c'est les grandes difficultés. Mais je vous dirai plus quand on va avancer plus sur le projet. En plus de tout ce que tu as dit sur le légal, nous, on a une grosse inquiétude en ce moment. Enfin, il y a une grosse interrogation sur la responsabilité. C'est-à-dire que qui déjà est propriétaire du résultat du prompt? Est-ce que c'est l'IA ou est-ce que c'est nous? Et ensuite, s'il y a un litige, qui est responsable? Et aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'on est freiné dans l'IA, on fait beaucoup de choses, mais il y a un gros warning en ce moment là-dessus. On attend, avec des guillemets, d'avoir des réponses à ces questions-là qu'on n'aura peut-être jamais. Mais en tout cas, on attend d'avoir des éclaircissements autour de cette partie-là. Je suis obligé de mentionner un truc, sinon je vais me faire engueuler. Vous trouverez, si vous cherchez sur YouTube, vous trouverez une vidéo qui s'appelle Penta Copilot. Alors, Microsoft a fait une vidéo de promotion de son outil Copilot basé sur un de nos cas d'usage AR chez Penta, qui est une entité du groupe. J'en parle pas trop parce que je ne connais pas le niveau de fakeitude du truc. Je ne sais pas à quel point ils ont faké ou pas. Donc, vous pouvez regarder, c'est intéressant. Ça sera à mon avis le futur. Mais aujourd'hui, j'en parle peu parce que je ne suis pas trop à l'aise avec ce qu'ils ont fait. J'ai pensé à un truc pendant que tu parlais, Ravia, aussi sur les comptes rendus de réunion. Pour avoir moi-même galéré des fois à faire une synthèse de ce qui s'était dit et des vraies décisions d'une réunion, je pense qu'il faut se méfier de se dire c'est l'IA qui va réussir, elle, à tirer ses propres conclusions, si déjà entre nous on n'était pas clair avant. Donc je pense qu'il y a aussi des choses, il va falloir qu'on continue à considérer l'humain dans l'équation et de se dire comment on l'intègre au global. Ouais, là je suis complètement d'accord avec toi. Alors sans être industriel, nous on a un gros sujet en interne en ce moment qui est faire des meetings à distance dans des mondes VR comme ça avec des assistants virtuels qui vont créer des tâches dans nos backlogs, qui vont créer des inputs dans nos systèmes d'information, typiquement de l'agilité. Et effectivement, j'ai pas envie qu'en sortie de réunion, je me prenne 12 tâches qui en fait ont jamais été discutées avec personne. Et c'est un vrai sujet de design, de comment tu l'intègres dans l'expérience. Est-ce que c'est plutôt l'IA qui va te dire je pense que tu devrais créer une tâche avec tel rapport parce que en fin de session et qui va me dire oui, valide que c'est bien une tâche. Voilà, et je pense que ça se retranscrit, Ravière, dans ce que tu dis sur le besoin de contrôle de ce qui sort et que c'est toujours l'ergonome qui va décider. Voilà, et ça c'est un gros point. Et le deuxième qui transcrit aussi un petit peu, tu disais si on change 3 mots, on a un résultat complètement différent. Oui, c'est-à-dire qu'un des enjeux, nous par exemple, quand on déploie de la formation soft skills avec des humains virtuels, il faut quand même apprendre aux gens à prompter avant. C'est-à-dire que si on ne sait pas expliquer comment générer une mise en situation qui est crédible, on sort un truc qui est délirant et qui en plus est une machine à frustration. Et en fait, les freins et les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, ce sont les mêmes qu'on a rencontrés au début avec la XR, c'est-à-dire c'est l'usage, l'adoption, à quel moment en fait finalement je définis qu'est-ce que l'usage et comment je vais l'utiliser. Et clairement déjà, vous êtes déjà des pionniers sur la XR. Alors là, la XR plus la GenAI, bon, c'est the next level. Mais voilà, pour moi, c'est exactement les mêmes freins que le reste. Et c'est vraiment l'usage qui, encore une fois, sera le point d'honneur, quoi. Je vais mettre un petit peu de questions conflictuelles dans tout ça. On a ici des industriels qui fabriquent des produits. Vous le savez, les dernières voitures que j'ai essayées, il y avait GPT à l'intérieur. Les produits que vous fabriquez progressivement vont intégrer de la GenAI. Je pense que c'est un fait à destination de l'utilisateur final. Et tous les produits qu'on rencontre sur le marché. Est-ce que ça veut dire que mécaniquement on est obligé d'en faire en XR parce que je ne peux plus simuler l'usage de mon produit sans mettre de GenAI vu qu'il y en a dans le produit. C'est-à-dire que voilà, est-ce que finalement on n'est pas obligé d'y aller Je pense qu'on sera obligé d'y aller, ça c'est sûr, parce que de toute façon, si les autres constructeurs ils le font, nous on devra suivre. Il y a pas mal d'années, en fait, j'avais discuté avec le responsable de l'ergonomie
Et donc, je leur avais parlé du GPS. À l'époque, il n'y avait pas encore l'affichage de la vitesse. Et j'ai dit, tiens, c'est une bonne idée de pouvoir afficher la vitesse dans une cartographie GPS. À l'époque, ça n'existait pas. Et lui m'avait dit, attention, si on affiche ça, qui est responsable? Donc, il y a beaucoup. Si on met une IA pour donner des indications, etc., et si l'IA, en fait, il fait une erreur, il est responsable de qui? C'est le constructeur? C'est pas le conducteur qui va suivre tout bêtement parce qu'il a un village, on l'a dit, sur continue tout droit. On est à ce niveau comment on appelle ça, de responsabilité. Et rappelons-nous aussi qu'il y a la voiture autonome qui continue à être en développement. On a déjà eu des cas où il y a eu des accidents. Qui est responsable? Et à un moment donné, quand cette voiture autonome, elle va être complètement autonome, c'est le constructeur qui va être responsable. Donc en fait, il y a énormément de responsabilités dans ce milieu. Il y a aussi l'éthique. Une question qu'on m'avait posée, bon non, c'était dans une discussion, on se disait une voiture autonome doit décider, donc l'IA, entre aller tout droit, j'écrase la petite mémé, ou à gauche parce qu'il y a un carriole, ou à droite parce qu'il y a un groupe de vieux, on peut dire, etc. Je fonce vers qui? Ou je saute dans un précipice. C'est qui est responsable? Donc, moi, en fait, en écoutant tout ça, je dis non, il faut que l'homme soit actif dans cette prise de décision. Il n'est pas laisser la IA fonctionner toute seule. Il y a beaucoup je reviens un peu dans notre vie quotidienne, des étudiants qu'aujourd'hui, on lui demande de faire une synthèse, un résumé, 3 questions sur la IA, Internet, et puis voilà. Elle est où qu'on appelle ça l'apprentissage? Et quand je reviens sur ma proposition de faire la synthèse, moi j'écris beaucoup, j'écoute, j'écris beaucoup de mots-clés. Mais en écrivant, j'intègre ces mots-clés, je réfléchis et je me fais ma propre idée. En fait, le risque aussi, c'est que l'IA en fait, les gens ils vont devenir passifs. Disons, oh, à 5 heures, je dois rentrer à la maison. L'IA va faire mon résumé, je ne l'aurais même pas lu, j'aurais fait mon job, et puis voilà. C'est ça les grands risques. Voilà. Donc, on est ébloui par la technologie, elle est magique. Mais dans toutes les technologies qu'on a vues, il y a eu un sommet, voilà, il va y avoir une déception, et après on va se stabiliser. Ça, c'est complètement clair. Ouais. On est d'accord, ça se passe. Je prends un joker sur ça. Non, je prends un joker. Tu prends un joker sur ce type de sujet. Je pense qu'on peut quand même parler d'un cas d'usage nous qu'on a croisé où finalement ils ont intégré dans une voiture ChatGPT et ce qui s'est passé c'est que sur les données d'utilisation ils se sont aperçus que c'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient et que l'utilisateur demandait à l'IA raconte-moi une histoire, parle-moi de Charlemagne et ça a été complètement détourné. Donc finalement là encore une fois parfois il y a une cible et puis on s'aperçoit que c'est sur l'utilisation et l'usage qu'on va retrouver quelque chose d'assez naturel quoi. Non, mais justement, moi, c'est un sujet qui me pose question. C'est-à-dire que, est-ce que si on avait simulé ça en VR, on avait mis des utilisateurs à parler à GPT dans leur voiture, est-ce qu'on ne serait pas rendu compte, justement, qu'ils allaient détourner l'usage, qu'ils allaient se déconcentrer parce qu'à la base, peut-être que l'ambition, c'était de dire, je peux demander à ma voiture, est-ce que sur mon trajet, j'ai encore le temps de faire une course, de m'arrêter 5 minutes pour ça, ok, et puis à la fin, l'utilisateur, en fait, il est en train de discuter avec la voiture comme s'il était au téléphone pendant 2 heures. Ce qui est un problème de responsabilité, on est d'accord, s'il y a un problème. Est-ce que justement aussi notre rôle dans la XR et dans la simulation, c'est pas de détecter ces usages-là et de veiller un petit peu au grain en disant on va mettre en exergue ces comportements-là pour essayer demain de dire ok, non, là on va pas y aller parce que justement on a détecté que l'utilisateur, il y a trop de risques qu'il va faire n'importe quoi. Moi, je reviendrai sur l'usage, justement, où finalement, ce qu'on a décidé de simuler, c'est parce qu'on voulait détecter quelque chose, un risque qu'on voyait venir. Vous avez à l'étage, là, chez Acodis, le simulateur de vol d'hélico, où le but pour nos pilotes, c'est de leur faire vivre des trucs pas normaux, une panne moteur, et il faut que je pose l'hélico en urgence.
Donc, parce qu'on a vu que là, il y avait un intérêt à utiliser de la simulation et de la VR pour les entraîner là-dessus. Donc, potentiellement, si on a détecté qu'il y avait un risque lié à de l'IA, il faudra qu'on le porte aussi dans nos simulations VR. Par contre, comme on n'a pas fait un simulateur pour lui apprendre à ouvrir la portière, on ne va pas forcément prendre tous les cas de figure du monde. Donc je pense qu'il faut vraiment le faire par de l'analyse de risque ou de l'analyse de problème et de se dire, ok, maintenant ça, je l'intègre dans mon quotidien. Je pense qu'il faudra vraiment réussir à garder ce curseur et éviter de partir sur j'en mets partout à toutes les sauces sans forcément l'intérêt systématiquement. Pour rebondir là-dessus, je pense qu'on a toujours le même problème de l'usage qu'on fait de la technologie. L'exemple est bon là de dire on a des voitures, on a un système de son, des micros, pourquoi on ne mettrait pas de ChatGPT ? Et en fait, je pense que c'est la façon inverse qu'il faudrait réellement penser en disant quel est le besoin. Par exemple, un besoin précis peut être je veux m'arrêter sur une station essence, j'ai des critères bien précis, mon GPS ne me permet pas d'afficher la liste en entier, j'ai besoin d'un échange avec lui, et donc on est sur une nouvelle interface qui répond à un besoin. Là, ChatGPT peut répondre. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête de faire du techno-push, et c'est la même chose pour la XR, de dire tiens, j'ai envie de m'intéresser à un sujet, je sais que la XR c'est quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire voilà. Non, il faut que ça vienne d'un besoin terrain, qu'on identifie une technologie et à partir de là, la déployer. Mais l'IA, c'est un petit peu la même chose. Plutôt que se dire, il y a l'IA qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est plutôt chercher quels sont les problèmes qu'on a aujourd'hui ou qu'on a eu dans le passé, dans lesquels l'IA peut répondre. Et je pense que ce changement de mentalité fait que on aura moins de technologies où on se dit ah finalement c'est peut-être pas ça qu'il fallait faire, mais plutôt reprendre ce prisme de on résout des problèmes. Il y a pas de souci. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je me dis en fait oui, il faut pas qu'on en mette n'importe où, et puis peut-être que mettre des GPT dans les voitures c'était un peu vite. Mais bon, ça c'était bien, c'était le moment, c'était à la mode. Mais effectivement, c'est quelque chose où je pense qu'on a vraiment besoin de simulation à chaque fois qu'on va vouloir intégrer ce type de système dans un produit. Justement parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a aucune idée de comment les utilisateurs vont détourner ces systèmes. Voilà. Et donc, on a ce besoin. C'est plutôt dans l'autre sens, c'est de dire, si quelque part côté design, il y a quelqu'un qui se dit c'est une bonne idée d'en mettre pour telle ou telle raison, je pense qu'on aura la responsabilité dans les équipes de simulation de venir le vérifier pour valider que c'est bien comme ça qu'il sera utilisé et pas pour faire n'importe quoi. Si je peux rajouter peut-être une perspective plus sur l'AR, où effectivement il y a des intérêts moi, que je vois où ça pourrait nous apporter des choses. Première chose, aujourd'hui on est encore sur du calibrage avec QR code. On se projette dans un monde industriel, on sait le processer et puis que ça devienne quelque chose de normal. Si on veut que tous nos clients hélico viennent passer des QR codes et surtout qu'ils les oublient pas au moment où ils décollent et que ça parte dans le rotor, ça pourrait être intéressant d'avoir un calibrage avec du computer vision, en prenant en compte tout ce que je disais avant, déconnecté sur n'importe quel device, etc. Donc là, on peut avoir un intérêt. On peut avoir un intérêt sur de la mesure de défaut, de se dire à partir de quelle taille de cric, de fissure je peux voler ou pas, est-ce qu'il faut que je répare. Donc là, on peut avoir quelque chose, mais on va avoir besoin finalement d'une précision qui va être aussi dépendante des devices que le gars aura dans les mains. Donc il y a tout un écosystème en fait à clarifier autour de ça. Puis effectivement, si je peux me passer du clavier de l'HoloLens, ça m'ira bien aussi. Ouais, alors dernière question, avant de prendre peut-être celle du public. Je ne sais pas si on est bon côté timing. 5 minutes. Ouais, 3, donc oui. Un mot de conclusion pour tous. Est-ce que vous pensez justement que l'intégration de cette techno dans nos expériences de VR, c'est un vrai levier d'adoption ? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ergonomiquement qui va faire changer l'usage d'échelle? Bon, moi, juste pour redire ce que je disais avant, je pense que le QR code peut être un bloqueur, par exemple, sur mon cas d'usage. Qu'effectivement, ça peut permettre une adoption un peu plus facile sur finalement les premières raisons qui faisaient qu'on évacuait la réponse XR à certaines problématiques. La même chose. Je pense que complètement
convaincu qu'il va y avoir des cas d'usage. Peut-être que ça sera des petites batailles dans un premier temps sur un usage qui grandira ensuite. Et puis sur, encore une fois, l'usage des LLM, des GPT, etc. Sur le voir comme une nouvelle méthode d'interface. On est sur des périphériques aujourd'hui qui sont limitants. Ça me fascine encore qu'on fabrique des trains sur des écrans en 2D alors que ce sont des objets qui existent en 3D, par exemple. La XR a apporté ça. On se sent encore limité dans la manipulation de la donnée, la gestion du big data, etc. Et on sait que les IA, les GPT vont pouvoir nous résumer, on en a parlé, nous permettre de traiter cette donnée de manière différente. Et encore une fois, on augmente l'homme, cette fois-ci pas visuellement. Et pour ça, il y a un besoin, c'est sûr. Et alors moi, la réponse est oui, complètement. Ça va favoriser l'adoption de l'usage, par exemple, lorsqu'on veut être onboardé dans une nouvelle plateforme. Ben, si l'IA peut le permettre, au moins ça réduit considérablement toute cette partie-là. Oui, ça va être excellent dans le sens où pour certaines phases de conception, comme je le disais tout à l'heure, ça réduit considérablement le temps. Et ça répond aussi en juste à temps. J'ai une question spécifique à cet instant. C'est impossible de concevoir l'ensemble des millions de questions que vont pouvoir poser, je ne sais pas moi, 26 élèves dans une classe. Comment on fera sur un sujet en spécifique. Là, enfin, c'est une considérable avancée. Et puis, dernier point, qu'est-ce qu'on a vu sur la GenAI, c'est que finalement, c'est un des tout produits que les utilisateurs se sont appropriés avant même leurs entreprises. La plus grosse difficulté était de leur dire « Oh là là, arrêtez, il faut d'abord qu'on vous informe ». Et moi, j'ai des souvenirs comme ça de boîtes où les mecs n'ont pas le droit de l'utiliser et où ils l'utilisent tous chez eux. Donc, pour moi, c'est de toute façon incontournable. Et oui, ça favorise l'adoption. Sur l'XR, je ne suis pas sûr que ça lève des freins. Les freins, ils ne sont pas là. Ça va ouvrir des nouveaux cas d'usage sur la formation, ce genre de choses. Mais est-ce que ça va lever des freins? Franchement, je ne suis pas certain. Ça ouvre des capacités pour nous, ça nous facilite le travail à nous. Mais est-ce que ça va lever des freins pour nos utilisateurs? Je suis plus mesuré. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je dirais effectivement, ça ouvre des pans entiers de nouveaux usages. Donc, mais presque pour d'autres utilisateurs que ceux côté industriel qui aujourd'hui utilisent l'IA. On forme des gens maintenant aux soft skills, au dialogue dans les équipes IT chez des industriels. C'est des usages où avant, il n'y avait aucun intérêt à les déployer en XR et qui sont ouverts. Par contre, je suis d'accord avec toi, effectivement, ça ne lève pas les freins de fond. Oui, on fait des applications maintenant avec ça qui vont être un peu plus adoptables parce que l'utilisateur ne va pas balancer son casque en rageant sur le pinch, quoi. Enfin, ok. Donc on va limiter les rejets, mais je suis pas sûr qu'on va faire courir les gens vers le casque grâce à ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment la tester, l'adopter, analyser les capacités, les limites. J'ai des ambitions parce que le next step, c'est tout le monitoring que je mets autour de la simulation. Vidéo, eye tracking, capteur sur le corps humain, etc. Et mettre tout ça associé. Mais voilà, comme on est dans un laboratoire, je me permets en fait de faire ça, de repousser les limites et identifier en fait quelles sont les contraintes. Voilà. Super, merci beaucoup à tous. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? On a droit à une ou deux questions? On a droit à une ou deux questions. Une question, en fait, c'est plus un complément éventuellement. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des IA génératives multimodales pour comprendre l'environnement qu'elles peuvent capter avec des caméras et du coup donner des informations supplémentaires, notamment pour tout ce qui va être des usages en réalité augmentée ou en réalité mixte? Il y a un sujet qui est traité chez nous, c'est notamment pour un conducteur de camion, pour mon cas, pour tout ce qui est vigilance, pour l'endormissement, etc. Donc être capable de capter les signaux faibles de perte d'attention, ce genre de choses. Oui, ça, on l'explore. C'est pas nouveau non plus, mais ça va être accéléré grâce à des technos. Moi, j'ai vu un cas d'usage, une demande à Laval Virtual où l'idée était de permettre à des agents qui repèrent sur les bouches d'alimentation d'eau des immeubles des défauts et en utilisant finalement la conjonction de l'AR et de la GenAI, d'être capable de produire des rapports qui soient détaillés. Donc, de toute façon, je pense qu'on converge aussi vers là. Un cas d'usage dans le luxe là-dessus, de dire j'ai un PLV, un point de vente en face de moi, je n'ai plus ce produit, qu'est-ce que je peux mettre par rapport à cet emplacement, etc. Et d'agréger toute la donnée spatiale et de BI pour suggérer des choses. Donc il y a des cas d'usage là-dessus complètement. Non, moi j'en vois un qui a déjà été testé par quelques plateformes que je connais sur tout ce qui est soft skills aussi.
dire en fait on va ouvrir la caméra qui est face à l'utilisateur et ces outils-là vont être capables de te générer un rapport sur qu'est-ce qui a fait réagir l'utilisateur, qu'est-ce qui a généré de l'émotion. Tu peux l'imaginer en design aussi, dire je vais montrer plusieurs designs produits à un utilisateur et puis je vais sur le flux en même temps venir annoter ses émotions, ce que je capte. Donc il y a des usages, je pense, qui sont assez intéressants de ce côté-là. Je vais tempérer un peu. En fait, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que déjà, en tant qu'humain, on utilise tout le non-verbal qu'on a capté autour d'un échange et on le capitalise? Donc j'ai un peu peur, enfin je vois plein d'intérêts, mais j'ai un peu peur que finalement on se reçoive une dose d'informations et puis on va juste les laisser à côté et jamais les manipuler parce qu'on ne sera pas capable de gérer tout ça à la fois. Alors ce sera peut-être une autre entreprise qui les manipulera.